Donc, je remercie bien sûr les organisateurs de m'avoir invité à parler des thromboses veineuses cérébrales. Et je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être en famille puisque je suis en sandwich entre Caroline Ross et Anne Ducrot, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à la Rivoisière. Donc c'est un vrai plaisir. Et donc je vais vous parler de thrombose veineuse cérébrale. Et je pense que c'est un diagnostic extrêmement difficile. Et je pense que le caractère de céphalée inhabituelle que tu as décrit tout à l'heure, Caroline, s'applique tout à fait bien aux thromboses veineuses cérébrales. Alors je n'ai aucun conflit d'intérêt concernant cette présentation. Tout d'abord, quelques rappels anatomiques pour vous dire que le système veineux est un petit peu complexe puisqu'il est composé en noir des sinus. Et donc, il s'agit d'un système très constant, alors que le système veineux en rouge est un système totalement inconstant. Ce qui veut dire qu'en imagerie, vous saurez où se trouvent systématiquement les sinus, ils sont toujours au même endroit. Par contre, les veines, c'est un peu compliqué de les voir parce qu'elles sont totalement inconstantes. Et voir une veine qui n'existe pas sur l'imagerie ne veut pas dire forcément qu'elle est occluse, mais peut-être qu'elle n'était pas là au départ. Donc c'est vraiment une difficulté qu'on rencontre en pratique clinique. Alors un mot, on a parlé d'hypertension intracrânienne isolée ou idiopathique. On parlera d'hypertension intracrânienne liée à une thrombose veineuse cérébrale. Et pour cela, il faut rappeler que le rôle des sinus veineux, des sinus duraux, est de résorber le liquide céphalorachidien ou céphalospinal. Ce qui veut dire qu'en cas d'occlusion, vous pouvez avoir une authentique hypertension intracrânienne qui nous mènera à faire une ponction lombaire pour rechercher la pression. Donc on se rejoint une fois de plus pour justement pouvoir soulager le patient et pour éviter les complications notamment visuelles, puisque le risque est l'atrophie optique. Alors un mot d'épidémiologie pour les thromboses veineuses cérébrales, c'est assez rare, mais dans la mesure où il y a un traitement efficace, on se doit de le traquer devant une céphalée inhabituelle, associée ou non à des symptômes neurologiques. Les thromboses veineuses représentent 0,5 à 1% de tous les accidents vasculaires cérébraux. Elles touchent le plus souvent la personne jeune, mais on peut aussi avoir des sujets plus âgés. Et ce qui nous a beaucoup aidé à comprendre les choses, c'est l'étude ISCVT, qui vise à colliger 624 thromboses veineuses cérébrales au niveau international. Il s'agit d'une cohorte qui nous aide vraiment à comprendre beaucoup d'éléments sur les thromboses veineuses cérébrales. Alors la particularité des thromboses veineuses, elles sont extrêmement polymorphes sur le plan clinique. On peut avoir tout. On peut avoir une céphalée isolée jusqu'au coma, en passant par le déficit neurologique transitoire qui pourrait mimer à tort un accident ischémique transitoire, mais aussi des patients qui ont uniquement des symptômes psychiatriques, un vertige, une atteinte de paire crânienne. Parfois, la céphalée en coup de tonnerre peut être en lien avec une thrombose veineuse cérébrale. Ce n'est pas forcément toujours l'anévrisme ou le syndrome de vasoconstriction. Et enfin, la céphalée isolée, et là, c'est très piégeux parce qu'on peut avoir comme unique symptôme des céphalées isolées. J'y reviendrai après. Alors, le mode d'installation est extrêmement variable, allant de la céphalée en coup de tonnerre et en ayant une symptomatologie plus chronique. Il y a beaucoup de diagnostics différentiels et ce diagnostic est extrêmement difficile, mais comme vous le savez, urgent, puisque le risque est tout de même d'avoir un déficit neurologique définitif et il y a des sujets également qui meurent des suites d'une thrombose veineuse cérébrale. Alors, il y a 4 tableaux syndromiques des thromboses veineuses. Tout d'abord, l'hypertension intracrânienne isolée, c'est le tableau le plus fréquent, qui associe des céphalées à des nausées, des vomissements, parfois un œdème papillaire, et on peut également avoir une paralysie du 6 sans valeur localisatrice, comme vous le savez. Deuxième tableau, les symptômes focaux, déficitaires ou épileptiques. L'encéphalopathie subaiguë, des patients qui ont des troubles de la conscience associés à des céphalées diffuses. Et enfin, un tableau extrêmement rare qu'on a tous traqué dans notre, finalement, une visite de neurologue. Moi, j'en ai jamais vu. Je ne sais pas si vous en avez vu, mais enfin, en tout cas, c'est quand même assez rare. C'est la thrombose veineuse du sinus caverneux qui associe un chémosis, un ptosis et une ophtalmoplégie unie ou bilatérale. C'est quand même extrêmement rare. Alors, venons-en aux caractéristiques des céphalées lors d'une thrombose veineuse cérébrale. Déjà, c'est le symptôme le plus fréquent en cas de thrombose veineuse, 85% des cas. La céphalée n'a aucune caractéristique particulière, à part le fait d'être inhabituelle. Et ça, c'est toujours le maître mot. Si c'est inhabituel, il faut explorer ces sujets-là et faire des examens complémentaires. Comme l'a dit Caroline tout à l'heure, le scanner et la ponction lombaire peuvent être tous les deux normaux. Donc c'est très piégeux. Donc contrairement à ce qu'on a dit précédemment, si vous suspectez une thrombose veineuse et que le scanner est normal, il faut aller à l'IRM avec séquence veineuse et je détaillerai après les séquences. Alors, le mécanisme de la céphalée est inconnu, mais suspecté. S'agit-il d'une inflammation locale ou d'une irritation nerveuse dans la paroi des sinus? En tout cas, le maître mot, c'est qu'il faut explorer au niveau neurologique et vasculaire toute céphalée inhabituelle à la recherche notamment d'une thrombose veineuse cérébrale.
Alors, il y a eu des séries qui ont évalué l'acéphalée comme seul symptôme de thrombose veineuse, notamment l'équipe de Lariboisière, qui a décrit 62 sujets qui avaient une thrombose d'un sinus latéral, uniquement d'un sinus latéral, et parmi eux, 45% avaient comme seul symptôme une céphalée. Ils pouvaient avoir dans 24% des cas une hypertension intracrânienne isolée. C'est un petit peu... ces résultats sont tout à fait concordants avec la série portugaise qui a montré 40% de céphalées isolées sur une série de 30. Par contre, dans l'étude ISCVT, ils ont voulu voir quel était le pourcentage de thrombose veineuse sans céphalée. Ben, vous voyez, il y a que seuls 10% de la série n'avaient pas de céphalée observée. Alors, les étiologies et les facteurs de risque, il y en a beaucoup, plus de 100. Il faut savoir que c'est les mêmes causes que les thromboses veineuses périphériques, profondes, mais associées aux causes locales. Le plus souvent, on retrouve des thromboses veineuses d'origine multifactorielle. Vous voyez que les causes infectieuses sont vraiment reléguées au dernier plan, puisqu'elles représentent 10% des causes. Mais il faut toujours rechercher les causes ou les facteurs de risque hématologiques. Et on pense encore ne pas tout connaître, notamment, il y a certainement un polymorphisme des gènes de la coagulation qui, dans les années à venir, nous aideront à mieux comprendre, puisque dans 30% des cas, on ne retrouve pas d'étiologie ou de facteurs favorisants. Alors, contrairement à ce qu'on a dit précédemment, pour nous, le gold standard pour la thrombose veineuse, c'est l'IRM avec les séquences veineuses, c'est l'examen de référence, avec une sensibilité de 100%. Le problème, c'est que ça n'est pas toujours si simple et qu'en fonction du délai de réalisation de l'imagerie, vous aurez des anomalies différentes. Je vais m'expliquer. On recherche le thrombus, mais qui aura finalement une expression radiologique différente selon le délai. Autrement dit, quand vous êtes dans les moins de 4 jours, le thrombus apparaîtra iso-intense en T1 et hypo-intense, soit noir, en T2. À la phase d'état, donc dans les 4 jours à 35 jours, et ça c'est le plus fréquent, vous aurez un sinus qui va être très blanc en T1 et très blanc en T2. Et à la phase tardive, le thrombus sera en hypersignal en T2, alors qu'il sera isosignal en T1. Donc vous voyez qu'en fonction du degré de dégradation du thrombus et des globules rouges, vous aurez une expression radiologique différente. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Appel à un ami? Oui, je pense que c'est important pour les thromboses veineuses cérébrales parce qu'en fonction du délai, vous allez avoir une expression radiologique différente. Là, je vous ai montré le cas d'une jeune femme de 23 ans, période du postpartum, qui présentait des céphalées depuis 10 jours, associées à des nausées, vomissements et des éclipses visuelles. Donc, le premier tableau clinique, une hypertension intracrânienne isolée. Et sur l'IRM, vous voyez ici le sinus sagittal supérieur qui apparaît bien blanc, d'accord. Vous le voyez en T2, il apparaît blanc ici. Et quand on fait les séquences veineuses, vous voyez qu'on ne voit pas le sinus sagittal supérieur, ce qui témoigne de la thrombose de ce sinus. Un autre exemple, une jeune femme de 21 ans qui prend la pilule, qui a des céphalées depuis 3 jours et présente brutalement une hémiparésie droite. C'est le deuxième type de tableau, signes focaux associés à des céphalées. Et vous voyez qu'ici, son sinus sagittal supérieur, il est moins blanc que tout à l'heure, il est hétérogène, d'accord. On voit sur la séquence flair, ici parenchymateuse, un infarctus veineux, expliquant très bien son déficit neurologique. La patiente est traitée par héparine, puis relais par Préviscan. Et vous voyez qu'à 9 mois, il y a une recanalisation totale de son sinus sagittal supérieur. Et la particularité de l'infarctus, il est totalement différent de l'infarctus artériel. Il est, dans la majorité des cas, réversible, parce qu'il s'agit d'un œdème vasogénique et pas un œdème cytotoxique. Donc cette patiente est strictement asymptomatique à 9 mois. Ici, pour vous montrer la séquence veineuse, donc à la phase aiguë, vous ne voyez pas le sinus sagittal supérieur, alors que 9 mois après, vous voyez une recanalisation totale du sinus sagittal supérieur. Autre exemple, une femme de 25 ans qui prenait la pilule également, qui vient pour des céphalées vomissements depuis 5 jours, avec aggravation très rapide, somnolence, mutisme, la menant en psychiatrie. Parce que le scanner cérébral étant normal, on estime que finalement sa symptomatologie pourrait être liée à une pathologie psychiatrique. Les psychiatres la réadressent pour coma. Et là, c'est le 3e type de tableau, et c'est quand même pas si rare, de l'encéphalopathie subaiguë. Quand on regarde l'imagerie ici, vous voyez un hypersignal des 2 thalamus prédominant à gauche, témoignant de la présence d'un infarctus veineux lié à une thrombose des veines cérébrales internes. Donc, vous voyez ici que le tableau n'était pas simple
Et on n'a pas forcément toujours le tableau typique d'hypertension intracrânienne isolée. Ici, il manquait le sinus droit et les veines cérébrales internes. Et vous voyez qu'à 6 mois après traitement, la caractéristique des thromboses veineuses compliquées d'infarctus, l'infarctus n'est pas un vrai infarctus avec nécrose. C'est un œdème vasogénique réversible. Donc c'est vraiment des sujets chez qui le traitement est curatif, avec une réversibilité possible des symptômes neurologiques et des anomalies radiologiques. En cas de persistance de l'occlusion veineuse, il est possible tout de même d'avoir des séquelles neurologiques irréversibles. Donc le but est de traiter le plus tôt possible par anticoagulant pour éviter l'extension aux veines profondes avec des séquelles neurologiques cette fois-ci définitives. Alors le piège de l'IRM, bon, déjà il faut connaître les séquences, mais il peut y avoir des faux négatifs, notamment quand on est au stade très précoce, parce que la thrombose peut être en isosignal, et notamment pour les thromboses des veines corticales, parce qu'une veine corticale isolée, c'est extrêmement difficile à voir. Je vous ai dit, c'est un système inconstant, donc ne pas voir une veine, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est occluse. Enfin, il y a des faux positifs, puisqu'il y a des variantes anatomiques au niveau des sinus duraux, notamment au niveau du sinus latéral gauche, qui peut être hypoplasique et qui peut mimer à tort une thrombose veineuse du sinus latéral gauche. Alors, le scanner a tout de même sa place, parce qu'on n'a pas toujours accès à l'IRM en première intention, mais si on fait un scanner, on le fait sans et avec injection de produits de contraste, et on fait des séquences veineuses, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une corrélation entre l'injection et les séquences veineuses. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au scanner? On peut voir un sinus spontanément hyperdense, témoignant de la présence d'un thrombus. Ici, après injection, vous pouvez voir ce fameux signe du delta, où on voit un thrombus au milieu du sinus, et une prise de contraste autour. On peut voir des signes indirects, comme un infarctus veineux ou un hématome, comme vous le voyez ici, mais il faut le savoir qu'un scanner normal n'élimine en rien le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale. L'enjeu scanner veineux nous aide beaucoup à progresser dans la prise en charge de ces patients quand on n'a pas accès à l'IRM. Et vous voyez ici qu'on voit le thrombus du sinus sagittal supérieur. Ça peut être une alternative à l'IRM, mais en tout cas, un scanner cérébral seul, sans injection, ne suffit pas à porter le diagnostic. Alors, l'artériographie était le gold standard avant les années 80. Elle est de moins en moins utilisée depuis l'avènement de l'IRM. Elle permet de montrer une absence d'opacification d'un sinus ou d'une veine, de voir une dilatation des veines collatérales, et rarement on peut avoir finalement besoin de cet examen, notamment en cas de suspicion de thrombose des veines corticales ou en cas d'anomalie douteuse sur l'IRM. C'est quand même assez rare qu'on ait besoin d'aller finalement jusqu'à l'artère. Un exemple ici une artériographie normale, vous voyez très bien le sinus sagittal supérieur, et ici vous voyez qu'une artériographie au temps tardif, on a une non-visualisation du sinus sagittal supérieur. Alors, quels sont les examens biologiques sanguins? Avant le traitement par héparine, faire tout le bilan de thrombophilie, notamment les déficits en protéines S et antithrombine, et puis les mutations qu'on peut faire même en dehors de l'héparine, mais il faut rechercher les mutations des gènes du facteur 2, facteur 5 MTHFR. Au cas par cas, quand on a des arguments pour un lupus, rechercher les facteurs antinucléaires. Il faut les prélever à la phase aiguë, mais tous ces paramètres peuvent être anormaux à la phase aiguë d'une thrombose. Il faut donc les recontrôler après l'arrêt du traitement anticoagulant, soit 6 semaines après, parce qu'on peut avoir des faux positifs à la phase aiguë. Je ne parle pas des mutations, mais je parle des déficits en protéines S, C et antithrombine. Alors, il y a un PHRC en cours, et peut-être que vous participez au niveau local, qui vise à évaluer l'étude de la génération de thrombine et la dégradation du thrombus dans les thromboses veineuses cérébrales. Ça nous aidera sans doute à mieux comprendre, finalement, les mécanismes en cause. Alors, on se pose toujours la question de l'intérêt des dédimères, puisque dans la thrombose veineuse profonde, on sait très bien que c'est extrêmement intéressant. Et on s'est posé la question, finalement, aux urgences, ou quand on voit un patient qui a une céphalée inhabituelle, où l'accessibilité à l'imagerie est compliquée, est-ce que les dédimères ne nous permettraient pas de discriminer un patient qui aurait une thrombose par rapport à quelqu'un qui aurait une autre pathologie? Eh bien non. Qu'est-ce qu'on a pu remontrer? Que oui, souvent les dédimères sont élevés, sauf si les symptômes évoluent depuis plus de 3 semaines, que dans 10% des cas, ils peuvent être normaux à la phase aiguë, et surtout, quand le patient a uniquement une céphalée isolée, dans un tiers des cas, les dédimères sont normaux. Autrement dit, plus les symptômes sont frustres, moins les dédimères apporteront quelque chose. Une méta-analyse publiée en 2011 montre que les dédimères ont une sensibilité de 94% et une spécificité de 89% pour ces sujets-là,
avec de nombreux faux négatifs, notamment les céphalées isolées, la durée prolongée des symptômes et lorsqu'on a une atteinte d'un sinus latéral isolé. Autrement dit, un taux normal n'exclut pas le diagnostic, on n'y coupera pas, IRM reste de mise. L'APL, on en a parlé, à faire avant l'héparine, mais si et seulement si on a un tableau d'hypertension intracrânienne isolé. Autrement dit, en cas d'infarctus veineux, on ne fera pas de ponction lombaire. On n'a pas envie de se retrouver dans une situation où on pourrait engager. D'accord ? Donc c'est vraiment hypertension intracrânienne isolée, absence d'anomalie parenchymateuse, ponction lombaire avec prise de pression en position couchée. On évacue le liquide pour être en dessous de 20 cm d'eau afin de diminuer les céphalées et finalement le retentissement sur la vision et sur l'œil. Donc une fois que vous avez mis en place l'héparine, vous ne pouvez plus faire la ponction lombaire. Donc le but c'est de le faire avant de débuter le traitement par anticoagulant. Alors c'est à visée diagnostique bien sûr, parce qu'on peut avoir des causes infectieuses de thrombose veineuse, mais surtout à visée thérapeutique pour la céphalée et le retentissement visuel. Alors le traitement, il y a 3 axes thérapeutiques. Le traitement étiologique en cas d'infection. On demande aux femmes d'arrêter leurs pilules si elles sont œstroprogestatives. Le traitement symptomatique en cas de crise d'épilepsie, on donne un traitement antiépileptique qui ne sera pas systématique si le patient n'a pas eu de crise. Les antiœdémateux, soit la PL soustractive, on peut aller jusqu'au diamox et parfois même des dérivations, mais c'est rare. Et le traitement anticoagulant repose soit sur l'héparine non fractionnée, soit sur les héparines de bas poids moléculaire à dose efficace, avec un relais par antivitamine K. Alors, il n'y a pas de consensus, c'est-à-dire que quand le patient est stable sur le plan cliniquement, on peut envisager le relais. La durée, pas de consensus non plus, entre 3 et 6 mois quand on a un facteur très évident qui n'est pas thrombogène, autrement dit pas de thrombophilie, ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus en cas de récidive ou en cas de thrombophilie avérée. En cas d'absence d'amélioration clinique, et c'est sans doute ces patients-là que vous verrez, déjà, première chose, être sûr que l'anticoagulation soit dans les seuils thérapeutiques, autrement dit avec un ratio du TCA pour l'héparine non fractionnée entre 2 et 3. Tout de même vérifier la présence d'un anticoagulant circulant, et dans ce cas-là, on dosera l'héparinémie plus que le ratio du TCA. Et le problème de ne pas être efficace, c'est d'avoir une extension de la thrombose vers les veines corticales et profondes, avec des risques de séquelles, voire le décès. L'autre complication possible, c'est l'engagement et le décès en cas d'infarctus ou d'hématome volumineux. Et le pronostic visuel en cas d'hypertension intracrânienne. Si on ne fait pas baisser la pression, le risque, c'est clairement d'avoir une atteinte du nerf optique avec atrophie et cécité définitive, ce qui est dommage parce qu'on a un traitement curatif, donc il faut vraiment y penser. 2 autres stratégies thérapeutiques à discuter au cas par cas, en l'absence d'amélioration clinique, c'est la thrombolyse ou la thrombectomie. En cas d'aggravation malgré l'anticoagulation, il y a une revue de la littérature qui a pu montrer 26 cas de thrombolyse par voie intraveineuse. Et une étude va débuter qui visera à évaluer l'intérêt de la thrombolyse endovasculaire associée ou non à une thrombectomie versus héparine chez ces sujets. Autrement dit, chez les sujets qui ont une thrombose veineuse grave, avec des troubles de la conscience, un coma, une hémorragie intracérébrale ou des thromboses veineuses profondes. Deuxième axe thérapeutique en hyperurgence, si le traitement médical ne suffit pas, c'est la craniectomie décompressive en cas d'infarctus veineux ou d'hémorragie. Un exemple ici, là vous aviez un bel hématome avec un effet de masse ici, et une craniectomie a été réalisée, vous voyez ici, et puis finalement une évolution tout à fait favorable, parce que le risque dans ces cas-là, c'est l'engagement et le décès. Donc il y a un registre rétrospectif qui a évalué 69 cas, 45 avaient eu une craniectomie, 7 un hématome et 2 avaient eu les deux. Vous voyez que le pronostic est quand même assez bon, puisque plus de la moitié avait un ranking entre 0 et 2, autrement dit des patients qui marchent, qui ont un déficit neurologique modéré. Il y avait quand même 16% de décès. Et le pronostic est d'autant meilleur que le patient initialement est conscient avant la chirurgie et que la lésion est unilatérale. Alors ce qui pose toujours beaucoup de problèmes aux médecins, c'est de se dire la thrombose veineuse hémorragique, donc des patients qui ont un hématome en lien avec une thrombose veineuse cérébrale, on va les traiter par anticoagulant. C'est toujours assez perturbant, et quand on prend la décision, on est toujours un petit peu fébrile, mais les cas dans la littérature rapportés de traitement par anticoagulant sur les hématomes secondaires à une thrombose veineuse ont un bon pronostic, et donc c'est le traitement actuellement recommandé par les sociétés savantes. Le problème, il faut être absolument certain que cet hématome soit en lien avec une thrombose veineuse cérébrale et qu'il n'y ait pas une autre étiologie sous-jacente. Et ça, c'est quand même un gros challenge diagnostique. Et donc, le traitement anticoagulant est actuellement recommandé
pour les patients qui ont une hémorragie secondaire à une thrombose veineuse. Voici un cas du service qui date d'il y a 15 jours, une femme de 72 ans, hypertendue, diabétique de type 2, qui vient aux urgences pour un vertige avec chute, céphalée, hypoesthésie hémicorporelle gauche avec héminégligence, hémianopsie latérale homonyme gauche, avec un score NIH à 7. Le scanner cérébral sans injection montre un hématome avec un effet de masse assez modéré pariétal droit. Elle a son IRM cérébral qui confirme l'hématome, mais vous voyez tout de suite ici que sur la séquence en écho de gradient qui est sensible à la présence d'un thrombus ou non, il y avait un thrombus dans le sinus sagittal supérieur. Et quand on fait les séquences veineuses injectées, vous voyez ici c'est un T1 d'eau. Donc là, vous voyez le thrombus qui est moulé. Vous voyez, il est énorme dans tout le sinus sagittal supérieur. Donc le thrombus là, il est en noir. Et il y a une prise de contraste autour. Le thrombus va jusqu'à le sinus latéral gauche et la veine jugulaire. Quand on a les séquences veineuses, on ne voit plus du tout ce sinus sagittal supérieur. Et donc le traitement a été introduit par héparine, puis AVK. Donc c'est toujours très perturbant sur le plan médical, mais c'est quand même le traitement recommandé. Sur le plan clinique, elle s'est nettement améliorée. Et donc là, on est à 14 jours et elle va beaucoup mieux, et avec un score NIH en nette amélioration. Là, je vous livre les recommandations des sociétés savantes, notamment concernant la thrombose veineuse cérébrale. Si elle est confirmée sur l'imagerie, il convient d'instaurer soit l'héparine par voie intraveineuse, soit une HBPM à dose efficace. De deux choses l'une, soit le patient s'améliore ou il est stable et on continue les traitements, soit il s'aggrave et on discute la craniectomie ou les gestes endovasculaires. Alors, quelle est la place des nouveaux anticoagulants? Il y a une étude qui est sortie qui a évalué l'intérêt du rivaroxaban par rapport aux AVK. 7 patients dans un bras, 9 dans l'autre. Le suivi à 8 mois a montré une évolution favorable dans le bras NACO. Aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation pour ces patients-là, mais peut-être que dans l'avenir, il y aura peut-être des études qui seront lancées sur la thématique. Alors, le pronostic, globalement, chez ces patients est bon, avec moins de 10% de décès. Et la cause du décès est rarement la thrombose veineuse, mais plutôt la cause sous-jacente de la thrombose veineuse. Il faut savoir que la mortalité dans ISCVT, qui, je vous rappelle, colligeait 624 cas de thrombose veineuse, est de 4% en fin d'hospitalisation et 8,3% à 16 mois. La majorité des patients auront une recanalisation de leur veine ou de leur sinus. Les séquelles existent tout de même. On peut avoir des patients qui gardent un déficit focal ou des troubles visuels. Ils peuvent rester épileptiques et la récidive est extrêmement rare. En conclusion, la thrombose veineuse a un polymorphisme clinique qui nous fait penser que devant toutes ces céphalées inhabituelles, il convient de la rechercher, mais aussi devant un déficit focal, il convient de la rechercher. Il faut y penser parce que la thrombose veineuse du sinus latéral peut s'exprimer par une céphalée seule. Les D-dimères, il y a beaucoup de faux négatifs, donc peuvent nous orienter, mais en aucun cas exclure cette thrombose veineuse. Le gold standard reste l'IRM avec séquence veineuse. L'APL soustractive a sa place en cas d'hypertension intracrânienne isolée. L'héparine, qu'elle soit non fractionnée ou de bas poids moléculaire à dose efficace, reste le gold standard en termes thérapeutiques, même en cas de forme hémorragique. Et enfin, le pronostic est bon globalement, avec moins de 10% de décès. Je vous remercie.